reçu la lettre par laquelle vous m'avez informé de votre souhait, les anciens présidents de la République, les députés de la minorité parlementaire, certaines personnalités politiques, pour échanger sur la préparation des élections législatives à venir. Je me suis empressé de vous répondre favorablement sur une question aussi importante. Je crois que toute forme d'échange me paraît utile. Comme c'est vous qui avez demandé le rendez-vous, qui avez demandé l'audience, l'entretien, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, nous voudrions, avant de présenter l'objet de notre présence, vous saluer et vous remercier d'avoir répondu à la tenue de cette présente séance. Monsieur le Président de la République, il nous plaît de rappeler le contexte dans lequel il est apparu aux acteurs politiques responsables de l'opposition la nécessité que l'ensemble de la classe politique soit réunie au sujet des menaces qui pèsent sur l'organisation des élections législatives de avril 2019. En répondant à votre invitation, nous avons tenu à témoigner de notre volonté à œuvrer avec toutes les institutions et avec toute la classe politique de notre pays à la tenue des prochaines élections législatives dans la paix, la transparence, la justice et l'équité. Monsieur le Président de la République, le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a décidé de la modification par l'imposition du certificat de conformité qui n'existe ni dans la loi portant charte des partis politiques, ni dans le code électoral en vigueur en République du Bénin. Les partis politiques de l'opposition ont par correspondance demandé au chef de l'État l'initiative d'une réunion de l'ensemble de la classe politique en vue de solutions consensuelles. Nous avons espéré, en venant ici, que la présente rencontre réunirait toutes les parties prenantes du processus électoral, puisqu'il nous a été demandé de fournir au préalable une liste dûment signée de 10 représentants, 10 personnes représentant la délégation de l'opposition. Monsieur le Président de la République, il se comprend et que nous ne sommes pas ici dans les conditions et dans les dispositions idoines pour échanger, pour des échanges concertés en vue de trouver une porte de sortie à la satisfaction de tous. Nous voudrions néanmoins saisir la présente occasion pour préciser. 1. Jusqu'au 18 février, date où les partis politiques de l'opposition se sont vus obligés de tirer la sonnette d'alarme. Nous étions à 2 jours du démarrage du dépôt des dossiers sans qu'aucun parti politique ne soit situé sur son statut juridique. Bien que fort de notre existence juridique et malgré l'accompagnement des formalités de mise en conformité, nous étions donc capables à cette date de savoir dans notre pays les partis politiques pouvant se présenter aux élections et présenter des candidats aux élections législatives. Mais curieusement, personne ne savait parmi nous quels étaient les partis politiques qui avaient un statut juridique. Nous ne savions pas et nous étions à 2 jours. Le quitus fiscal n'est pas disponible pour la majorité des candidats. Le 21 février, le ministre de l'Intérieur a choisi de délivrer au seul parti de la mouvance, leur récépissé provisoire suivi du fameux certificat de conformité. On alterne dilatoire et mauvaise foi sous fond d'interprétation tendancieuse et erronée de la loi pour tenter d'exclure les partis de l'opposition du processus électoral.
quelle est l'obligation de droit pour les partis politiques de signer leur statut et règlement intérieur? Au regard de ce tableau, compromettant pour la paix et qui confine à l'impasse, les partis de l'opposition en appellent à vos prérogatives de garant de la paix et de la stabilité pour recourir ensemble avec toutes les institutions de la République, la classe politique, toutes tendances confondues, recourir même au génie béninois hérité de la Conférence nationale des forces vives de la nation. En effet, notre conférence nationale, Monsieur le Président de la République, notre conférence nationale de février 1990 a révélé le Bénin comme un pays de paix et de dialogue. C'est donc un dialogue inclusif, direct, franc et sincère que nous vous demandons de bien vouloir convier tous les acteurs pour qu'ensemble, nous puissions trouver un consensus. C'est à ce prix que nous pouvons trouver la solution pour aller dans la paix aux élections législatives du 28 avril prochain. Telle est, Monsieur le Président, notre position face à la situation de blocage que connaît le processus électoral actuellement en cours dans notre pays. Et nous vous demandons de bien vouloir donner, ça va vous paraître un peu curieux, les instructions nécessaires à qui de droit pour un dénouement heureux et rapide de la situation. Cela implique la délivrance sans délai aux partis politiques de l'opposition du récépissé, sa publication officielle, ainsi que toute autre pièce nécessaire avec la même célérité que celle observée pour le cas des partis de la mouvance présidentielle. Cela implique également, vu la réalité de ce qui se passe, cela implique aussi que la délivrance du quitus fiscal soit faite à tous ceux qui en ont fait la demande et qui sont à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous avons voulu vous dire dans un format qui rassemble le point de vue médian de l'ensemble des forces représentées devant vous. Est-ce que vous souhaitez qu'on ne change les sujets que vous avez évoqués, ou bien c'est simplement le recueil de vos préoccupations que vous souhaitez simplement me transmettre? Moi, je suis disposé à évoquer ces questions avec vous pour une bonne compréhension des choses et voir qu'est-ce qu'il est utile de faire pour vous rassurer. Mon souci est d'œuvrer pour la paix sociale, pour la concorde. Et vous me connaissez bien dans ce registre. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup. Permettez-nous, sans polémiquer, de dire que la compréhension que votre cabinet a eue de notre demande n'est pas la bonne. Il n'y a pas deux mots dans le dictionnaire pour désigner ce que nous désignons par classe politique. La classe politique regroupe aussi bien ceux de la majorité que ceux de la minorité. Ceci d'autant que nous avons expliqué dans le texte que nous voulions créer les conditions d'un consensus. Monsieur le Président, dans quel pays, à 2 jours des élections, 2 jours, alors que les partis politiques existent depuis des années, depuis des mois, alors que les partis ont déposé leur dossier et qu'on leur a fait balader en leur demandant de remplacer une attestation de résidence, de mettre en lieu et place d'un certificat de résidence, d'avoir apporté une attestation de résidence parce qu'on a écrit attestation de résidence. Monsieur le Président, la bonne logique devrait recommander au ministère de l'Intérieur de comprendre ce qu'on appelle certificat de résidence. C'est un document administratif de valeur supérieure à l'attestation de résidence et qui s'établit à partir de l'attestation de résidence. Qui peut le plus, peut le moins. Le ministère de l'Intérieur a passé tout son temps à demander aux gens allez changer telle pièce, allez changer telle pièce, alors que des choses banales, on n'a pas signé statut,
On n'a pas signé règlement intérieur. Monsieur le Président, ça fait 30 ans que je traîne mes fesses sur les bancs des partis politiques. Si vous estimez que les questions pour lesquelles nous avons sollicité votre sagesse, pour réunir l'ensemble de la classe politique, pour que nous puissions nous entendre sur les problèmes qui se posent, si vous estimez que vous pouvez régler les problèmes, eh bien, Monsieur le Président, c'est très facile. Vous donnez les instructions au ministre et il règle les problèmes. Il sait. Vous donnez les instructions aux impôts pour qu'ils donnent le quitus à tous ceux qui ont rempli les conditions. Je prends acte de vos déclarations. Je répète que ma volonté, mon souhait est de pouvoir répondre aux préoccupations de chacun de mes concitoyens. J'ai noté que vous avez des préoccupations et je ne peux m'empêcher de répondre à vos préoccupations pour ce que je sais, pour ce qui relève non seulement de ma compréhension mais de mes prérogatives. Parce que la bonne organisation des élections au Bénin, dans la transparence et dans la paix, fait partie de ma mission. Et au-delà de la mission, c'est quelque chose de sacré pour tous les Béninois. Nous avons tous l'obligation de protéger ces acquis-là. Pour moi, toute chose qui serait de nature à compromettre ces acquis, pour ce qui est du général, à compromettre la satisfaction de ma mission, pour ce qui me concerne, mérite attention. Et depuis le début, j'ai fait l'effort de discuter, de parler avec le ministre de l'Intérieur, de l'interpeller même sur les reproches qui me sont parvenus. Et je vais commencer par cette décision de la Cour constitutionnelle qui, effectivement, donne l'impression qu'il y a une pièce de nomination qu'on ne voit pas dans la loi et qui apparaît. Je n'ai pas à commenter dans ma position la décision de la Cour constitutionnelle. Notre pays a, depuis des décennies maintenant, compris la nécessité pour les uns et les autres de respecter les décisions qui s'imposent à tous parce que notre Constitution l'a établi ainsi. Il n'est pas bien que des personnalités politiques, des parlementaires commentent en ces termes la décision de la Cour constitutionnelle. J'ai lu la décision de la Cour constitutionnelle moi-même, j'ai pris la charte des partis et j'ai pris le code électoral. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, l'article 56, je crois, de la charte des partis prescrit aux partis existants avant l'entrée en vigueur de la charte qu'ils doivent procéder à une mise en conformité par rapport aux dispositions de la loi, donc de la nouvelle charte des partis. Puisque cette charte dispose différemment par rapport à la première de ce que doit être un parti politique au Bénin, des conditions à remplir par les partis politiques, et donc invite à travers l'article 56 les partis existants peut-être à ne pas disparaître, à se dissoudre, mais à opérer une mise en conformité, c'est-à-dire à modifier au besoin leurs actes, les textes qui les régissent pour rester conformes aux nouvelles dispositions. La même charte des partis prescrit aux partis en création des formalités à opérer. Puisque au titre de cette charte, ne peut avoir la qualification de parti politique, ne peut avoir la personnalité juridique d'un parti politique que ceux qui remplissent certaines conditions fixées par la loi. Et la même charte dispose qu'au-delà de 6 mois après l'entrée en vigueur de la charte,
les partis existants qui n'auraient pas opéré la mise en conformité cessent d'être des partis politiques. 6 mois après l'entrée en vigueur de la charte des partis, les partis politiques existants avant l'entrée en vigueur et qui n'auraient pas fait la mise en conformité, c'est-à-dire modifier leur existence, les textes qui les régissent, qui les organisent, leur fonctionnement et consorts, si ils n'opèrent pas les changements nécessaires aux besoins pour être conformes aux nouvelles prescriptions, que 6 mois après, ces partis cessent d'exister. Il se fait que dans la période des 6 mois, à quelques jours près, avant le terme de ces 6 mois, les partis doivent produire les dossiers leur permettant de participer aux élections législatives à venir, en tant que parti politique. Nous allons aux élections législatives en avril 2019. Les 6 mois que la loi a donné aux partis pour faire leur mise en conformité viennent à terme en mars. Au moment de la compétition, les partis devraient avoir effectué leur mise en conformité pour avoir le statut de parti politique. La réalité est toute simple. Si les partis disposent aussi pour faire la mise en conformité et doivent plus tard participer aux élections législatives, on sait bien que les partis nouvellement créés après l'entrée en vigueur de la charte n'auront l'appellation parti politique que s'ils ont satisfait aux obligations, aux dispositions de la charte. Mais ceux qui ont à opérer des mutations, à faire la mise en conformité, qu'est-ce qui permet d'attester, de certifier qu'ils ont fait la mise en conformité avant d'aller à la compétition? Parce qu'il faut que les nouveaux et les anciens soient dans les mêmes conditions de compétition. Si la loi dit qu'il faut faire la mise en conformité, la mise en conformité est faite auprès de l'administration, auprès de la structure qui gère l'enregistrement des partis et délivre aux partis politiques la personnalité juridique. Est-ce qu'il n'est pas convenable que cette structure, qui s'appelle le ministère de l'Intérieur, atteste de la mise en conformité de ceux qui ont bien voulu la faire? J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, quand les gens auraient fait la mise en conformité, qu'est-ce que vous leur produisez pour leur donner acte de ce qu'ils ont fait la mise en conformité et que leurs partis existants depuis sont aujourd'hui dans une disposition conforme aux prescriptions de la charte des partis? Le ministre de l'Intérieur m'a dit que, suite à un recours fait devant la Cour constitutionnelle, celle-ci a clarifié le problème de la régularité des partis politiques avant compétition et a indiqué que les partis qui procèdent à la mise en conformité et qui devront le faire, parce que je crois que la Cour a statué sur la période dans laquelle il faut faire la mise en conformité, parce que les 2 lois comportaient une certaine incohérence apparente. Donc la Cour a statué pour harmoniser. Et qu'à l'occasion de cette harmonisation, que la Cour a indiqué que les partis qui ont fait la mise en conformité devront recevoir acte de leur mise en conformité. Et c'est ce qui a été appelé certificat de conformité. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, est-ce que ce terme de certificat de mise en conformité est un terme qui existe déjà ou bien c'est un terme qui est nouveau? Il m'a dit non, ce terme n'existe pas. Que la loi prévoit simplement faire la mise en conformité. Donc j'ai dit comment il faut le comprendre? Il dit non, il faut comprendre que l'administration doit délivrer à ceux qui ont fait la mise en conformité un document qui atteste qu'ils ont fait les formalités et que désormais leur parti ancien
sont conformes en tout point de vue aux nouvelles dispositions de la charte des partis. À mon sens, il n'y a pas de polémique, à mon sens. La question que je me pose quand j'ai vu les commentaires surgir de part et d'autre, les concernés n'avaient pas l'intention de faire la mise en conformité. Ont-ils l'intention de laisser leur parti mourir? Ont-ils l'intention de ne rien faire? N'ont-ils pas l'intention d'attester à l'occasion de la compétition qui arrive qu'ils ont fait la mise en conformité? Ou bien est-ce le rôle de la Sénat de vérifier que tel parti créé a été créé selon la nouvelle charte et que tel parti ancien a fait la mise en conformité? Si la Sénat doit vérifier que les partis existent en tant que tels, la Sénat le fera à la fois pour les partis nouvellement créés que pour les partis anciennement créés. Mais jusque-là, dans notre tradition, la Sénat n'a jamais procédé à la vérification d'existence des partis, si ce n'est à vérifier qu'ils ont bien un numéro d'enregistrement, s'ils existent formellement, s'ils ont la personne juridique. Et la Sénat vérifie les documents de compétition maintenant. On ne peut pas donc demander à la Sénat de faire la formalité qui est du ressort du ministre de l'Intérieur à vérifier que les gens ont respecté la loi et qu'ils ont acquis le statut de parti politique. Donc si certains documents du ministère de l'Intérieur délivrés dûment par celui-ci qui attestent que les partis en création, les nouveaux partis, ont tout fait conformément à la loi, conformément aux nouvelles prescriptions, et qu'ils ont acquis la qualité de parti politique conformément à la nouvelle loi, il va de soi que le même ministère de l'Intérieur atteste que les anciens partis ont fait les formalités prescrites pour avoir la personnalité juridique au titre de la nouvelle loi, puisque la nouvelle loi l'exige. C'est donc évident que le ministère de l'Intérieur atteste aussi bien pour les partis nouvellement créés que pour les anciens partis de ce qu'ils ont rempli les conditions et qu'ils ont la personnalité juridique nécessaire pour animer la vie politique dans le pays. Pour moi, cette question de certificat de conformité pour les partis anciens qui ont l'obligation de faire la mise en conformité, ce document qui atteste qu'ils ont fait la formalité et qu'ils sont conformes à la loi, ne peut souffrir d'aucune interprétation, encore moins de polémique. Je ne peux pas comprendre, pour finir sur ce chapitre, qu'il est fait obligation aux nouveaux partis de satisfaire certaines contraintes, difficiles certes, et que les anciens partis soient exemptés de ces contraintes-là. Nous sommes dans un pays où nous voulons réformer notre cité, nos habitudes, tous les secteurs de la vie, l'éducation nationale, la santé, nos impôts, l'administration, la police, la sécurité. Et nous faisons des réformes certes difficiles, mais des réformes nécessaires. N'arrivons pas à nous développer. Mais nous savons très bien que le mal, c'est la mauvaise organisation du pays. C'est que la plupart des secteurs ne fonctionnent pas comme il faut. Les pays noirs sont brillants quand ils sont face à leurs responsabilités individuelles, que ce soit ici ou en dehors du pays. Mais ensemble, nous ne parvenons pas à nous développer. Pourquoi? Parce que la plupart de nos secteurs sont mal organisés. Nous avons prescrit des réformes dans tous les secteurs. Tout récemment dans le secteur de la santé. Nous avons vu combien ces réformes-là sont contraignantes. Combien elles sont difficiles pour les praticiens de la santé. Et pourtant, nous savons, comme nous savons que c'est nécessaire pour le pays, pour la bonne administration du secteur de la santé, nous avons invité les uns et les autres à s'y conformer. Et nous savons que ça fera du bien à notre pays. Mais il n'y a pas que les médecins, les enseignants, les policiers qui sont astreints à mieux faire les choses, à rentrer dans le cadre de nos réformes. Nous aussi, la classe politique, les dirigeants, si ce n'est nous en priorité. Le problème de notre pays, c'est la mauvaise gouvernance.
et la gouvernance est opérée par la classe politique. Nous avons longtemps échangé, vous et nous, M. Azanaï, sur la nécessité de réformer le système partisan. Que tel qu'il est, il n'est pas favorable à la bonne gouvernance et à la mise en place de partis politiques forts, capables de gérer le pays avec compétence et responsabilité. Vous vous rappelez, cher Azanaï, que dans un programme de société, nous avions dit que nous allions opérer, nous allons suggérer, sensibiliser les gens et obtenir que les lois soient votées pour procéder à ces réformes-là. Si nous y parvenons, ce serait extraordinaire. La classe politique est tellement émiettée que la gouvernance n'est pas homogène. Je l'ai davantage constaté depuis que je suis dans la fonction. Je ne peux pas passer 5 ans dans la fonction en laissant de telles choses en place parce que mon ambition est de procéder aux réformes qui sont nécessaires pour notre pays, y compris la réforme du système partisan. Nous avons donc entrepris de mettre en place un nouveau mécanisme qui force un peu la main aux acteurs politiques pour se regrouper. C'est pour ça que j'ai adhéré à la proposition de loi qui a abouti au vote de la charte sur les partis politiques, la nouvelle charte. J'ai adhéré également à la proposition de loi qui a abouti au code électoral. Parce que ça comporte des aspects qui sont conformes à mon ambition en la matière, à mon souhait, à ma prière dans le domaine. Réformer, mettre en place un dispositif qui nous force la main à nous tous, qui vous force la main. C'est vrai, c'est contraignant. Mais toutes nos réformes sont contraignantes pour les concernés. Mais depuis 6 mois que la charte a été votée, moi j'ai noté avec tristesse que les uns et les autres, notamment ceux qui n'étaient pas favorables à la charte des partis, parce que ne voulant pas se soumettre à ces réformes, ne voulant pas perdre leur liberté individuelle pour rentrer dans des grands partis politiques, ont commencé à critiquer, à dire jamais cette charte ne doit être mise en vigueur. Ce n'est pas démocratique. Vous reprochez au gouvernement de ne pas préserver la démocratie, les libertés qu'on sort, d'agir contre la démocratie. Mais je suis étonné de vous entendre me faire de pareilles critiques. Moi, j'ai entrepris ici de faire une réforme constitutionnelle. Vous l'avez bloqué au Parlement. Parce que je n'ai pas pu obtenir la majorité nécessaire. Je me suis incliné. C'est ça la démocratie. Nous faisons les débats. Nous allons à l'hémicycle. Les votes s'opèrent. Et la majorité qui l'emporte fait voter la loi. Et la loi s'impose à tout le monde désormais. C'est ça notre modèle de démocratie. Vous avez fait un débat au Parlement sur la charte des partis. Vous êtes passé au vote. La charte a été votée. Elle est contraignante, comme la plupart des autres réformes. Il faut s'y conformer. Et mon rôle est de veiller à ce que les uns et les autres respectent les lois de la République. Ce que j'attendais des uns et des autres, notamment des dirigeants, c'est de donner le bon exemple. De dire, les lois de la République sont à respecter. Et j'ai noté que les diligences nécessaires n'ont pas été opérées. J'ai noté que c'est à l'orée des élections législatives que les choses se sont accélérées. Évidemment, quand on attend les derniers jours pour faire les formalités aussi contraignantes, on s'expose à ce que les choses soient mal faites. J'ai été un peu surpris par une telle quantité d'imperfections dans les dossiers qui ont été soumis par l'ensemble des partis, les uns les autres. Partis, nouveaux partis comme anciens partis. Tous. Et j'ai mesuré encore combien nous ne faisons rien avec, excusez-moi le terme, sérieux. J'ai noté les levées de boucliers. Et j'ai à nouveau interpellé le ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, je veux que vous me rendiez compte des détails de ce que vous avez fait, parce qu'il ne faudrait pas que, outre des gens de votre part, ou des choses que vous aurez faites parce que vous serez peut-être vous-même partisan, amène des histoires dans le pays. Je veux voir de mes yeux ce que vous avez fait.
Et j'ai été ahuri de faire certains constats. Monsieur Azanaï, je vais parler de ce qui vous concerne. Et j'en ai été plutôt malheureux. Vous avez dit tout à l'heure que, je vais commencer par le plus banal. Vous avez dit, et monsieur le vice-président de l'Assemblée, l'honorable Ounete a dit, ça fait des années qu'il traîne ses fesses sur les bancs des partis politiques, que jamais vous ne signez les statuts de règlement intérieur. Si vous nous reprochez de relever nos insuffisances pour nous améliorer, vous m'étonnez, monsieur le vice-président, que parce que pendant des décennies, vous faites la politique, vous créez des associations, vous créez des partis politiques, et que vous ne faites rien convenablement, il ne faut pas qu'on vous le reproche un jour. Il faut qu'on laisse les choses se faire ainsi. Les statuts et les règlements intérieurs des associations sont la loi des partis. Les partis, c'est qui? C'est ceux qui fondent les associations, ceux qui créent les partis politiques. Le document qui est leur Bible, auquel tous les fondateurs à l'unanimité doivent adhérer. Vous savez qu'à la constitutive, il n'y a pas de majorité. Vous savez au moins ça. Que quand on fait un congrès constitutif, tous ceux qui participent à la fondation sont tenus d'adhérer au texte fondateur. Et c'est pour ça que, une fois que le parti est créé, que les statuts qui ont été pensés par les uns ou copiés simplement, on les lit, on adhère à cela et on l'adopte tels qu'ils sont dans les procès-verbaux de l'Assemblée constitutive. Mais si vous mettez dans vos dossiers pour l'enregistrement du parti un document qui s'appelle statut, qui ne comporte ni paraphe ni signature, c'est un tract. C'est un document qui ne veut rien dire, qui n'engage personne, qui ne lie personne, qui ne concerne personne. C'est parce qu'un document sur des feuillets, signé de personnes, paraphé de personnes, figure dans vos dossiers, que ce document vous est opposable. Et c'est pour ça que le fait que la convention des partis, le contrat, la loi des partis qui lie les fondateurs aux partis qu'ils ont créés, ce à quoi les nouveaux membres qui vont adhérer au parti vont s'y conformer au règlement de statut existant, adopté à la création. Ce document, s'il n'est pas signé, il n'est pas un document du parti. S'il ne comporte ni paraphe ni signature de personne, ce n'est pas un document du parti. C'est à bon droit que le ministre vous a demandé de bien vouloir signer vos statuts, que quelqu'un qui ait quelque chose qui m'intéresse bien, que ce document bien est le vôtre, qu'il y ait des paraphes dessus, qu'il faut le faire, et notamment les fondateurs. Et les notaires, les avocats qui aident en général les gens à faire les formalités des associations, des sociétés et consorts, veillent à cela, quand ils font bien leur boulot. Mais comme on parle de partis politiques, ne faisons rien jusque-là avec sérieux, parce que le contrat de parti politique, ce n'est pas un contrat commercial et consorts. Bon, on le fait comme ça, et puis on fonctionne comme ça. Ce genre d'habitude nous amène dans la gouvernance à mal faire les choses. Et si on nous relève là-dessus, il ne faut pas en faire l'apologie et critiquer celui qui a dit non, c'est pas bien, il faut le faire maintenant convenablement. Je viens sur un autre aspect de la question que le ministère a relevé à l'encontre des dossiers qui ont été présentés. La loi prescrit pour les partis en création d'avoir, dès le départ et tout de suite, un minimum de 15 membres par commune sur les 77 communes du Bénin. Nous avons dit dans la réforme que nous voulons que les partis soient représentatifs au plan national. Cette exigence, elle s'impose aussi aux anciens partis. La loi qui exige des nouveaux partis d'avoir un minimum de 15 membres par commune, soit 1155, je crois, dans tout le Bénin, comme minimum pour démarrer, donne aux partis existants le temps, 6 mois, pour que sur cet aspect, que ces anciens partis également rentrent dans l'esprit de la loi, de nos réformes, qui est que les partis doivent être représentatifs au plan national.
qu'est-ce qu'on observe? En tout cas, c'est ce que le ministre de l'Intérieur m'a rapporté et m'a montré. Que les partis existants, pour faire leur mise en conformité, déclarent que non, depuis qu'ils existaient, ils avaient bien 15 personnes comme fondateurs par commune. Qu'ils avaient tous au moins les 1555 membres fondateurs. La loi dit, vous disposez de 6 mois pour vous conformer aux dispositions de la nouvelle loi. Donc, il s'agit pour vous de savoir se conformer aux dispositions de la nouvelle loi, c'est quoi? Exactement. Pour les partis anciens. Oui, conformément à la loi. Voilà. Pour les partis anciens, ça veut dire quoi? Se conformer aux dispositions de la loi. Oui. La loi dit, en ce qui concerne les membres, combien il faut avoir par parti. Les membres fondateurs. Article 16. La loi dit ceci. Le titre en question dit de la création, de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques. De la création, de l'organisation, du fonctionnement des partis politiques. Et depuis l'article 11 jusqu'à la fin, avant les transitoires, la loi prescrit les conditions pour créer un parti politique. Comment un parti politique doit être créé? Qui doit créer un parti politique? Les formalités de création, le nombre, et en ce qui concerne donc la création d'un parti politique, il faut, la loi dit, article 16, le nombre des membres fondateurs d'un parti politique ne doit pas être inférieur à 15 par commune en création. Nous sommes dans le chapitre, dans le titre de création de partis politiques. Vous l'avez dit vous tout à l'heure. Puisque la loi a disposé de manière générale pour les partis qui vont être créés. Et c'est pour ça que dans le dispositif transitoire, la loi a dit pour les partis qui existaient déjà, il y a autre chose à faire. Ça, c'est ce qui concerne les partis à créer. Donc, si vous voulez créer, les membres fondateurs doivent être 15 par commune. Donc, cette disposition de membres fondateurs concerne les partis en création. Maintenant, quand on dit ces conditions qui s'imposent aux nouveaux partis doivent également régir les anciens partis. Pour que la loi soit équitable, il faut que ce qu'on impose aux nouveaux, que les anciens aussi puissent s'y conformer. La loi a imposé à tout parti à créer qu'à la création, il faut au moins 15 membres fondateurs. Et la loi vous invite, vous les anciens partis, à faire ce qu'on appelle la mise en conformité et vous donne 6 mois. Pendant ces 6 mois, vous devrez vous arranger pour être conforme à tout ce qui est imposé aux partis nouveaux. Pour le nombre, si vous voulez, si votre compréhension, c'est que le mot fondateur vous concerne aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire, que le mot fondateur concerne aussi les anciens partis. Or, se conformer ne veut pas dire mot pour mot exactement ce qui concerne les partis à créer. Supposons que ce soit votre compréhension, parce que c'est une compréhension possible. Si c'est celle-là votre compréhension, alors vous devez aller en congrès, comme l'un d'entre vous a fait, je vous le dis, l'UDBN, j'ai vu. Ils sont allés en congrès extraordinaire, ont prononcé la dissolution du parti et ont recréé le parti aussitôt. Et le congrès extraordinaire s'est mué en congrès constitutif. Et à partir de cet instant, il y a de nouveaux membres fondateurs, puisqu'il y a une nouvelle création. Et ça, c'est une façon de se conformer. Si vous voulez utiliser le mot membre fondateur, c'est le seul moyen de le faire. Vous allez en congrès, comme certains l'ont fait, le parti prononce la dissolution et on prononce à nouveau la création en gardant logo, statut, tout et tout, simplement en corrigeant ce qui est le plus conforme à la loi en disant désormais, nous qui sommes ici, nous sommes 15 par commune et nous sommes les nouveaux membres fondateurs. C'est pratiquement un nouveau parti. Mais en ce moment, vous demandez un nouveau numéro. Vous demandez un nouvel enregistrement du parti, vous aurez un nouveau numéro. Par contre, l'autre compréhension, pour que vous ne soyez pas obligé de dissoudre, l'autre compréhension, c'est
de justifier que vous avez au moins 15 membres. Tout à l'heure, vous l'avez dit comme c'était un lapsus. Mais en fait, c'était ça, vous le savez très bien. Il suffit de justifier que vous avez 15 membres dans le parti, puisque le parti a été créé depuis longtemps, est déjà né depuis longtemps. Pas de demander un parti qui est né, à qui la loi a dit, conformez-vous, la loi n'a pas dit disparaissez. Ceux qui ont choisi de disparaître, ils ont choisi. La loi n'a pas prescrit cela. On ne va pas dire au parti qui est né depuis. Il faut rappeler, ressusciter votre père pour faire quelque chose. Non, c'est né depuis. Mais on demande que vous ayez désormais au moins, l'esprit de la loi, c'est avoir au moins 15 membres par commune. Les nouveaux partis s'appellent à la création fondateurs. Pour les anciens partis, nous avons eu 210 fondateurs. Nous avons désormais 100 en plus. J'avais 1 avant par département, donc j'avais peut-être 1 par commune. La loi dit 15, je vais compléter. Vous passez de 1 à 15 par commune. Donc, vous complétez, vous justifiez que le parti a tel nombre de membres qui complètent les membres fondateurs. Si vous produisez un document dans lequel vous dites que les membres fondateurs de votre parti, c'est 1000 et quelques, c'est une fausse déclaration. Les membres fondateurs de votre parti, c'était 200 et quelques, c'était pas 1000 et quelques, vous, c'était 200 et quelques. Là, on n'existe plus, mais vous... abrogé. Bien sûr, mais n'empêche que les membres fondateurs ne changent pas. La loi dont nous parlons est une loi, à mon avis, elle est simple. Elle est très simple. Monsieur le Président, les partis politiques, ils subissent des mutations. Le Parti communiste du Dahomey a été créé par Pascal Fantondi. Ce parti, aujourd'hui, s'appelle Parti communiste du Bénin. Est-ce que c'est pour autant que Fantondi n'est pas fondateur? Il est fondateur du Parti communiste du Bénin, il n'était pas là. Deuxième chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, vous avez insisté tout à l'heure sur les statuts et leurs valeurs. Les partis, les membres du parti, à un moment donné, pour se conformer à la loi, peuvent décider que prennent désormais le titre de membre fondateur ceux qui, à un temps T donné, ont posé tel acte donné. C'est formidable. Mais c'est formidable ce que vous venez de dire. Ça ne signifie pas que les membres qui étaient à la fondation initiale sont exclusivement les membres fondateurs. C'est une question de convention des partis. Au demeurant, lorsque la loi prescrit quelque chose, c'est à ça qu'il faut se conformer. La loi dit membre fondateur à aucun moment dans le texte. Acte, monsieur, Merci, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président, prenez soin parfois d'échanger entre vous, de vous conseiller, pour ne pas assister à cette scène qui ne nous honorent pas. Vous dites quelque chose de formidable. Et vous aurez pu le souffler aussi aux autres. Et je crois que vous êtes membre du FCBE? Est-ce que vous êtes membre du FCBE? Non, parce que j'ai vu ça se faire récemment. Et c'est formidable, c'est très bien, j'apprécie. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Quand on a de l'expertise, il faut la partager. Consultez-moi. Non, c'est pas moi, c'est pour les autres. Moi, non, c'est pas pour moi. Vous savez, quand vous décidez d'utiliser un terme consacré à une occasion, à une cause, à une situation, membre fondateur d'un parti, c'est ceux qui ont créé le parti, qui ont initié, qui étaient à la fondation du parti. Vous pouvez décider dans la vie du parti, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un honneur d'être membre fondateur d'un parti. C'est quelque chose d'important. Vous pouvez décider dans la vie du parti de décerner à d'autres personnes qui sont venues plus tard la distinction de membre fondateur d'honneur. Si vous le décidez, vous allez préciser d'honneur. Vous n'allez pas laisser membre fondateur tout court, parce que si vous faites ça, vous allez induire de fausses déclarations. Donc vous allez dire, à partir de telle année, comme être membre fondateur, c'est quelque chose d'honorifique, d'important, c'est un mérite, ceux qui ont contribué à faire des mutations importantes dans le parti, ceux qui ont contribué à transformer le parti, bien que n'ayant pas été fondateur, nous allons lui décerner le titre de membre fondateur honorifique. Si vous prenez cette décision lors d'un congrès de votre parti, vous pouvez en ce moment appeler n'importe qui à qui vous voulez décerner cette distinction, membre fondateur d'honneur. Mais le mot honneur distingue bien
le membre fondateur qui a acquis ce titre-là postérieurement à la fondation par rapport à celui qui a ce titre qui est un titre de droit. Je suis président de la République du Bénin. Donc, j'ai l'obligation d'un regard attentif sur ce que font tous les partis de mon pays. Parce que leur existence concourt au débat politique qui est utile pour mon pays. C'est pour ça que je fais attention à tout ce qui se passe. Je lis avec attention et j'apprécie ce qui est bien fait et je peux faire mes commentaires sur ce qui aurait dû être mieux fait. En cette matière de membre fondateur, la loi, charte des partis, a implicitement défini le mot membre fondateur. Le thème membre fondateur, implicitement. La loi a utilisé le mot membre fondateur. Dès lors qu'une loi utilise un mot, une expression, dans un contexte donné, qui est le même que le nôtre, la loi a consacré la définition du mot dans le contexte. Si la loi utilise le mot membre fondateur, ce que je dis c'est du droit banal. Quand la loi a utilisé le mot membre fondateur dans ses énoncés, dans un contexte, ça veut dire que dans ce contexte des partis politiques, le sens que la loi donne au mot membre fondateur est consacré. En tout cas, pour ce qui est des partis politiques, le jour où il y a une explication devant la loi, devant n'importe quoi, sur ce thème-là, l'arbitre, le juge, fera référence à ce que la loi entend par membre fondateur. Ce que la loi entend par membre fondateur, c'est ceux qui ont créé les partis politiques. C'est le principe de la hiérarchie des textes, Monsieur le Président. Bon. Alors, c'est pour ça, Monsieur Houndete, que je vous disais tout à l'heure, que si on décide, comme vous l'avez suggéré intelligemment, de conférer à un membre distingué d'un parti le titre de membre fondateur, il faut rajouter d'honneur. C'est pas indispensable. Sinon, vous allez ouvrir la porte à des fausses déclarations qui peuvent se retourner contre vous. C'est pour ça que M. Azanaï, je comprends très bien, peut qualifier de membres fondateurs d'autres personnes qui n'étaient pas fondateurs, comme vous venez de le dire. Parce que le Congrès a décidé d'appeler membres fondateurs toutes les personnes qui, à l'occasion de la mise en conformité, ont prêté main forte au parti. Mais c'est ça, il faut le dire. Il faut produire le procès verbal de l'Assemblée générale qui a décidé de qualifier des personnes membres fondatrices de membres fondateurs par honneur, pour les honorer. Si vous dites ça et vous produisez vos statuts, vous produisez la modification des statuts, vous produisez le procès verbal de l'Assemblée générale qui a modifié cette disposition générale, vous avez fait quelque chose de particulier chez vous, je reprocherai au ministre de n'avoir pas lu avec attention toutes ces pièces pour comprendre que ceci n'est pas une fausse déclaration. Certains l'ont fait, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont restés. Vous savez, il faut parfois dans la période-là être serein. Sinon, vous aurez envie de faire les choses convenablement et vous allez passer à côté. Après, vous allez reprocher à l'administration d'avoir été trop sévère. Donc, la même chose concernant le FCBE. Ils étaient concernés par la même chose exactement. Ils ont déclaré membres fondateurs des gens qui n'étaient pas fondateurs et l'administration a considéré que c'est une fausse déclaration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'administration a relevé également que dans leur statut, ils ont précisé dans leur statut des FCBE que membres fondateurs, les personnes qui ont initié, qui ont travaillé, qui ont créé le parti à son origine. C'était la même chose de notre regardement, c'est USL, je crois. Ils ont explicitement, ce n'était pas nécessaire, parce que mon fondateur c'est connu, ils ont, dans leur règlement, dans leur statut, précisé de manière explicite que membre fondateur, la liste des membres fondateurs est connue à la création du parti. Ils ont même dit précisément, est connue de manière intangible à la création du parti. C'est ceux qui ont initié, qui ont créé le parti. Quand vous avez dit ça à FCBE, vous ne pouvez pas, dans la même période, fournir une liste de personnes qui n'étaient pas à la création pour dire, nous les appelons membres fondateurs. C'est ce que le ministre vous a reproché aussi.
FCBE, la liste des membres fondateurs que vous avez donnée, n'est pas conforme à la liste des fondateurs du parti, puisque l'administration a la liste des membres fondateurs à l'origine, qui était de 200 et quelques, et a relevé que c'est une fausse déclaration. Et vous êtes allé en congrès extraordinaire pour dire que pour vous, d'accord, c'est vrai, mais à partir de maintenant, vous allez qualifier de membre fondateur toute personne que vous voulez distinguer par cette appellation-là. Donc vous avez essayé de corriger. Et ce n'est pas le sujet, c'est une parenthèse, mais vous avez fait un bout de chemin, c'est à votre honneur. Alors, il ne sert à rien d'attaquer le ministre de l'Intérieur sur des choses qui sont fondées, que vous-même vous reconnaissez directement et indirectement, que certains ont corrigé déjà un petit peu. D'abord, je voudrais relever que ce n'est pas l'administration qui a relevé cette insuffisance de nos textes. Parce que l'administration nous a adressé la liste des insuffisances contenues dans nos dossiers. Et nous avons satisfait toutes les observations. C'est au moment de la notification du certificat de non-conformité que ce motif a été avancé. Et Monsieur le Président, j'ai été très émerveillé depuis que je suis arrivé ici, dans la démonstration que vous êtes en train de vous évertuer à faire. Moi, je me suis dit, c'est Monsieur le Président qui a relevé cela. Vous avez dit que? Je me suis dit que c'est alors vous qui avez relevé cette insuffisance, qui est vraie, puisque nous l'avons reconnue, parce que nous avons commencé par, comme vous l'avez dit, ça vous honore, oui. Mais nous, on n'est pas réfractaires aux reproches. C'est votre rôle de relever les insuffisances. Mais vous ne pouvez pas nous juger sur la base des insuffisances, vous ne pouvez pas conclure sur la base des insuffisances que nous n'avons pas notifiées. Et c'est ça qui nous gêne dans ce qui a été fait. Donc, Monsieur le Président, moi je pense que j'ai apprécié les observations que vous faites, la profondeur de ces observations, mais je pense qu'il y a une certaine injustice dans le traitement de ces dossiers-là. Moi, si on m'avait reproché cela, on aurait tout de suite corrigé et il n'y aurait aucun problème. Mais c'est quand on me notifie la non-conformité qu'on me relève d'autres insuffisances. Je vois là une volonté clairement affichée de m'exclure. Quand c'est comme ça, Monsieur le Président, il y a des décrets d'application pour expliciter les dispositions de la loi. Il n'y a aucun décret d'application. Et vous voulez que nous ayons les mêmes compréhensions de la loi. S'il y avait ça, la définition de membre fondateur, Monsieur le Président, moi je suis d'accord avec la théorie que vous avez développée. Et je suis aussi d'accord que nous devons améliorer et chercher la perfection dans ce que nous faisons. Mais lorsque, pour l'administration que je connais, parce que je suis venu d'un milieu où j'étais du côté des partenaires, puis ensuite je suis rentré dans l'administration, pour cette administration que je connais, Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, il faut des réformes. Mais les réformes, elles ne sont pas nouvelles. Les réformes, on en a toujours fait dans notre pays. Mais vous devez, pour les statuts, ça n'est même pas prévu dans la disposition légale que lorsque le statut n'est pas signé, c'est vrai, la théorie de la loi entre les partis doivent... C'est du droit commun. Voilà, c'est du droit commun. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui coûte, Monsieur le Président, à l'administration d'appeler le parti, vous devez venir signer, par exemple, vos statuts? Ça ne peut pas être un motif de rejet. Vous devez venir signer vos statuts, sinon je rejette. Quand on est dans un climat vraiment où on veut vraiment la paix, c'est comme ça se passe. Même quand nous, on était encore de l'autre côté de l'administration, on appelle certains partenaires, venez, votre dossier a telle insuffisance, vous corrigez. Et on corrige, et puis la vie continue. Vous avez raison sur le manque d'accompagnement du ministère de l'Intérieur, voilà, qui, en principe, est le ministère des partis politiques et devrait être plus prévenant, plus accompagnateur. Et je voudrais vous donner acte de cela, que l'idéal serait que le ministère de l'Intérieur accompagne davantage les partis dans ce qui est de leurs responsabilités, de leurs obligations. Mais vous savez, parfois on peut avoir l'impression que nous avons assez mûri, que les gens savent bien ce qu'ils ont à faire, et que parfois ce n'est pas mauvaise foi qu'ils le font bien, ils font exprès de ne pas bien faire les choses. Et ça, moi j'ai eu l'impression
qu'en ce qui concerne les membres fondateurs, puisque certains ont fait convenablement, certains ont fourni la liste des membres tout court, pour montrer qu'aujourd'hui, le parti possède plus de 1155 personnes membres, pour montrer que l'esprit de la loi est déjà respecté, satisfait par le parti. Donc, celui qui n'a pas dissous le parti, qui décide de continuer, qui prouve que ses statuts sont conformes à ce qui est prévu, le règlement intérieur, il n'y a rien dedans qui contrevienne à la loi, et qu'il a justifié qu'il a plus de 15 membres par commune, a satisfait l'esprit de la loi. C'est pas compliqué. Mais quand vous saisissez la justice, parce que je l'ai interpellé là-dessus, vous dites, mais maintenant, où est-ce que vous en êtes? Convoquez-les pour leur dire comment il faut qu'ils fassent les choses. Mais il m'a dit, vous avez saisi la justice. Que le conflit n'est plus à son niveau, que la Cour suprême a été saisie pour arbitrer. Et de ce fait-là, il se campe dans sa position. Nous avons saisi la Oui. Cour, Monsieur le Président, pour dire tout simplement que les motifs de rejet ou de non-délivrance ne nous ont jamais été notifiés. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas... C'est un abus de pouvoir. Vous n'avez pas notifié les motifs? Non. Le motif de rejet n'avait jamais été fait objet d'observation. Ah, non. Monsieur le ministre, Oui. ça, c'est libre au ministère de vous faire l'observation et de vous demander de corriger. Vous ne pouvez pas lui faire le reproche. Ce que la loi prescrit, c'est en cas de rejet, il faut que le rejet soit motivé. Mais la loi n'a pas dit, ne fait pas obligation au ministre de vous faire observer vos insuffisances, de vous inviter à les corriger avant de sanctionner. J'ai un problème. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que, maintenant que le débat est public, est-ce que l'État, ayant constaté que les choses ne sont pas conformes à la loi, peut dire « c'est pas grave ». Le fait de ne pas paraffer, Monsieur le Président, n'est pas un motif Mais- de... On ne peut pas dire que ce n'est pas conforme à la loi, Monsieur le Président. Si les statuts manquent dans le dossier, Oui. Non. est-ce qu'on peut délivrer le récépissé si les statuts manquent? Monsieur le Président, c'est ce que je vous dis. Si un Oui. statut manque, si vous êtes... L'administration n'a pas seulement un rôle de sanction. L'administration doit accompagner. C'est d'abord son premier rôle, Monsieur le Président. Apportez-nous votre statut et c'est terminé. Mais ils ont essayé de le faire. Ils vous ont fait des observations. Oui. Quand ils vous ont notifié la non-conformité à cet instant-là, Oui. ils n'ont pas dit que c'est éternel. Dès lors que vous avez mis le débat sur la place publique, comment voulez-vous que nos concitoyens qui, pour une telle faute en tant que gestionnaire de cantines scolaires, pour un tel acte en tant que chargé de la sécurité publique, les policiers, pour un tel médecin qui ne doit pas avoir une clinique privée et qu'on sort, que les gens ont été sanctionnés parfois durement parce que nous tenons à réformer notre pays. Comment voulez-vous qu'ils comprennent que quand il s'agit des fautes, des erreurs, des choses qui relèvent des obligations des dirigeants, des partis politiques, qui ne le font pas, non, il n'y a pas de problème, ils ne font l'objet d'aucune sanction. C'est pour cela que nous avons également pris une nouvelle charte des partis politiques pour réformer le système partisan et faire obligation aux uns aux autres, à vous, à tout le monde intéressé par la chose publique, de se conformer à la nouvelle loi sur les partis politiques. Donc vous ne pouvez pas reprocher à l'administration de dire que celui qui ne s'est pas conformé ne peut pas continuer de jouir de l'appellation parti politique et compétit comme il se doit. Ce n'est que ce type de sanctions que l'administration peut apporter à ceux qui n'ont pas respecté la loi sur les partis politiques. À mon entendement, jusqu'à l'heure où nous parlons, ces partis continuent d'exister. À moins qu'on veuille écourter le délai. Donc je voudrais que vous répondiez à cette question-là, que le délai de 6 mois n'est pas encore expiré, c'est en mars. Donc ces partis politiques continuent d'exister. Et dans la collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ils ont eu la courtoisie donc d'inviter, de venir, de faire des recommandations, venez corriger, venez faire ci. Mais ils n'ont pas attiré l'attention sur les points que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Je voudrais une réponse à ce niveau-là. Nous faisons quoi? Merci, Monsieur le Président. Tant qu'on n'a pas passé la date du 17 mars, les partis continuent d'exister. Le problème, c'est que vous avez lu la décision de la Cour constitutionnelle? Vous l'avez lu? Parce que nous avons un problème. Au moment où nous avons voté leur charte, puis au moment où nous avons voté la loi, le législateur
n'a pas pris soin de faire attention à la cohérence des dates, des périodes de mise en vigueur et d'échéance de certaines dispositions. Ce qui fait que quand il fallait convoquer le corps électoral, parce que le mandat des députés actuels finit en mai, je crois, et quand on décompte les délais constitutionnels d'organisation des élections et de passation de charges en matière législative, on ne peut pas reculer davantage le délai de convocation du corps électoral, le délai de présentation des dossiers à la Sénat et le délai de tenue des élections, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un vide parlementaire. Donc, nous avons convoqué le corps électoral dans les limites extrêmes du calendrier. Voilà que, compte tenu de cette date de convocation du corps électoral et de la date de tenue des élections, la Sénat a fait ses décomptes au plan légal. Et ces décomptes l'ont amené à fixer au 26 février la date limite de dépôt des candidatures. Que bien que le délai, la date limite de mise en conformité soit le 17, pour aller aux élections législatives, en fonction du calendrier des élections législatives, il faut avoir fait la mise en conformité au plus tard le 26 février. Et cela s'impose à tout le monde. Si un parti se crée le 28 février, le parti n'ira pas aux élections. C'est la même chose que les partis existants. Si vous voulez acquérir ou confirmer votre statut de parti politique avec la personne juridique qu'il faut plus tard que le 26 février, vous avez choisi de ne pas aller aux élections. Puisque le calendrier des élections est indépendant du calendrier de choix, de création ou de mise en conformité des partis politiques. Quelqu'un peut décider de créer son parti politique dans 6 mois, mais il a choisi de ne pas aller aux élections. Nous sommes venus devant le chef de l'État pour savoir si ce que le ministre a dit là n'est pas un motif suffisant pour un responsable politique de dire attention, arrêtons-nous. Où est-ce que nous allons? Vous savez, le ministre a dit aussi que les gens ont commencé à faire les formalités un peu tardivement et que l'examen des dossiers va être très lourd pour le ministère. Le gouvernement a instruit le ministère pour travailler la nuit, les week-ends. Et cette même instruction a été donnée aux impôts. Vous savez que samedi, dimanche, les impôts ont travaillé. Parce que vous avez dit tout à l'heure que jusqu'à maintenant, il y a des quitus qui ne sont pas délivrés. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, quand on regarde ce qu'il y a comme charge de travail, il est difficile de penser qu'en 2 mois, si 10, 20, 30, 40 partis politiques font leurs demandes, ils auront du mal. Il a dit, pourtant, le gouvernement l'a instruit, a mis les moyens à la disposition du ministère de l'Intérieur, a mis les moyens à la disposition du ministère des Finances. L'administration tient à faire le travail convenablement. Donc c'est difficile pour l'administration, en quelques jours, de satisfaire. C'est ce que le ministre a voulu peut-être exprimer en disant, en 2 mois, ça va être difficile. J'ai instruit personnellement le secrétaire général du gouvernement pour sortir le journal officiel toutes les fois que quelqu'un viendrait pour une cause aussi importante à vouloir publier dans le journal officiel. En résumé, nous sommes venus pourquoi? Nous sommes venus pour dire, dans ce pays, il n'est pas bon que nous projetons l'image qu'on fait des élections sans l'opposition. Monsieur le Président, à la suite de nos échanges, moi j'ai retenu que vous avez martelé que vous voulez de la paix dans ce pays. C'est le mot principal que je retiens. Et c'est le mot qui a commandé notre demande de convocation de l'ensemble de la classe politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Je vais conclure. Et ma conclusion sera de nature à vouloir comprendre vos demandes, votre doléance. Vous demandez que le ministère de l'Intérieur puisse délivrer à tout le monde, quel que soit l'état de leur dossier, quelles que soient les exigences de la loi, de leur délivrer les documents nécessaires à leur participation aux élections. Je voudrais bien en convenir avec vous. Mais la question qu'il faut se poser dans un état de droit équitable, où une loi a été votée, une loi qui a fait que des partis de l'opposition et non d'opposition, qui souhaiteraient bien compétir,
mais qui, en raison des contraintes de la loi, ont décidé de ne pas déposer dossier. Et nous décidons de faire fi de toutes les dispositions de la loi et de délivrer à ceux qui ont déposé, qui ont eu peut-être le courage de dire non, 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 moi, même si je ne suis pas prêt, je dépose quand même. Et fort de la complaisance souhaitée du ministère de l'Intérieur, on leur délivre les documents. Vous ne craignez pas que les autres citoyens, les autres partis politiques, habituellement, aux élections, nous avons 20, 30 ou 15 partis politiques qui souhaitent le faire. Je ne sais pas combien vous êtes à demander cela, que cela soit accordé et que ceux qui n'ont pas déposé parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas remplir les conditions, les nouvelles conditions de réforme, qu'est-ce qu'ils vont dire? On fixe une loi. Il y a des gens qui veulent bien respecter la loi et se préparent à cela. Ceux qui n'ont pas respecté la loi, on leur permet de compétir. Que voulez-vous de moi? Vous voulez faire de moi quel type de président, quel type de responsable pendant que je suis dans la charge? Je voudrais que la requête ne compromette pas mon action, ma mission et ma responsabilité. Je veux noter que vous êtes conscient qu'il y a des insuffisances dans les dossiers, mais que vous estimez que c'est mineur. Vous estimez que le fait d'appliquer la loi de manière rigoureuse, un peu trop rigoureuse selon vos commentaires, que cela exclut les partis d'opposition. Ce constat est malheureux. Le constat de l'absence des partis politiques de l'opposition, ce n'est pas ma volonté, je souhaite que ce ne soit pas ainsi. Si cela se confirme, ce serait vraiment malheureux. Mais ce ne serait pas de mon responsabilité. Combien de choses arrivent durant mon mandat qui relèvent de notre volonté commune de réformer le pays, même si tout le monde ne partage pas cette volonté. Il y a des réformes que nous avons votées, qui sont en cours. Je vais vous dire une chose. La réforme sur la grève. Vous savez quoi ça peut faire mal au cœur à ceux qui sont chargés de l'appliquer, ceux qui l'ont voté. Mais la raison l'impose. Parce que nous avons vu ici combien des gens sont décédés dans les hôpitaux parce que les médecins ont fait grève sans service minimum. Nous avons vu combien des femmes à 1 minute d'accoucher ont été abandonnées, sont décédées avec leurs enfants. Et combien tout cela nous a révoltés. Et nous avons réformé notre modèle en ce domaine, dans le domaine des associations de travail. Ce n'est pas la joie au cœur. Il y a des réformes qui sont difficiles, que nous mettons en place, pas la raison, mais parfois le cœur en souffre. Mais c'est aussi ça, diriger. Parce que c'est bien pour nous globalement, c'est bien pour demain, c'est même pour le développement durable. Mais êtes-vous fiers de la classe politique du Bénin? Oui. Êtes-vous fiers du système partisan du Bénin? Je vais vous dire pourquoi moi je ne suis pas fier. Ça fait combien de temps que nous décrions tous qu'il est temps que les partis politiques fassent l'effort de se regrouper pour créer des partis politiques forts. C'est important que l'opposition aille aux élections. Mais ce n'est pas moi qui choisis ceux qui vont aux élections. L'absence éventuelle des partis politiques de l'opposition que vous représentez aux élections législatives à venir. Je souhaite que ce ne soit pas ainsi. Mais cela dépend exclusivement de vous. Personne ne peut forcer la main à un parti politique pour aller aux élections. Les dispositions à satisfaire pour aller aux élections relèvent également de votre volonté, de votre disponibilité et de votre volonté de remplir ces conditions. Je voudrais vous prier de ne pas passer le temps à dire que la loi est mauvaise, elle est votée, et tant qu'elle n'est pas remise en cause d'être applicable, de ne pas dire que le ministère de l'Intérieur a été trop exigeant sur ce qu'on vous demande, et de ce que je l'ai noté tout à l'heure dans les échanges, que vous avez compris certaines choses n'ont pas été faites comme la loi l'a prescrit. Moi, je l'ai compris. Mais je voudrais vous inviter à donner
suite favorable à l'attente de nous tous, à votre endroit, être en mesure de participer aux élections législatives en tant que force de l'opposition, si on peut vous qualifier ainsi. C'est ma prière et il est encore temps de le faire. Si vous persistez à maintenir dans vos dossiers des pièces qui constituent la matérialisation de fausses déclarations, l'administration ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Parce que nous aurons, en ce moment, nous aurons commis le péché de foutre tout en l'air. Parce que nous avons donné la preuve que ce qu'on attend de nos concitoyens ordinaires, nous ne l'attendons pas de ceux qui sont appelés à diriger le pays. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui aspire à être parlementaire, à présider l'Assemblée, à être ministre-président de la République, à désigner des ministres au gouvernement, fournisse à l'administration des dossiers avec du faux. Et nous discutons beaucoup là-dessus. Nous avons essayé de faire des débats amicalement, dans un esprit de convivialité, sans aller au-delà. Et j'ai espéré qu'à la fin, il sera dit que c'est vrai, l'administration a fait son travail avec plus de compétences qu'avant. Et que cela peut être reconnu. Et que les choses seront corrigées. Et que, à la limite, on demandera à l'administration de travailler toute la nuit, de veiller, et qu'il y a encore demain. J'ai vu des gens convoquer des congrès extraordinaires en quelques heures. Ce n'est pas moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais je serai à votre place que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, d'attaquer la loi qui est votée, même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée. Elle s'impose à tout le monde. Si vous voulez vraiment aller aux élections, vous avez les moyens d'aller aux élections. Il ne faut pas faire exprès de décrédibiliser l'action gouvernementale en disant c'est sous lui qu'il y a une élection où aucun parti d'opposition n'a compéti. Mais je serais malheureux de constater qu'il n'y a pas de parti d'opposition. Je ferai toutes les prières qu'il faut pour que ce ne soit pas ainsi, pour déjouer votre plan. Peut-être que vous faites exprès. Mais il faut plus que ça, moi, pour me démotiver. J'exige l'excellence en toute chose, en tout lieu. Ça peut être considéré comme un défaut. Mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous le seul moyen de changer le sort de notre pays. Ça va autant pour les policiers, pour les enseignants, pour les médecins, que pour les dirigeants politiques. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même, pendant qu'il est encore temps pour être présent aux élections. L'administration jouera son rôle, les gens veilleront pour faire ce qu'il convient de faire. Et je voudrais que les réponses soient de nature à permettre à tous ceux qui veulent aller aux élections d'y aller parce qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi. Je vous remercie. Soumettons,